Monsieur Mika, comment tu vas? Bah écoute, comme je disais un peu avant off, hein, incroyablement bien. Le week-end a été incroyable pour le MMA français, en tout cas pour nos représentants au KSW. Je suis aussi content pour Saladin, parce que j'ai quand même le sentiment que comme il évoluait au KSW, bah, c'était comme c'est effectivement pas une organisation telle que l'UFC, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Et là, ça a permis quand même au plus large public peut-être de se rendre compte du niveau et de la pépite qu'il était. Et en plus, il met un KO incroyable, mais on va y revenir. Franchement, c'était incroyable. C'était un presque parfait pour nos Français, pour nos 8 Français qui étaient sur la carte du KSW 93. Malheureusement, le seul qui s'est incliné, c'est Prince Aonala contre un poids lourd. En plus, tu l'avais fait dans la preview, tu disais qu'il affrontait un gars assez coriace, expérimenté. Et malheureusement, il perd sur TKO dans le deuxième round. Sinon, tous les autres Français ont performé. Elle a Jinjai qui a affronté un autre Français là un pensionnaire de la FFA. C'était un combat assez chaud. Et Mika, on le disait, qu'il était vraiment dur au mal. Et là, il a que confirmer nos faits parce que l'étranglement qui se prend dans le premier round, on voit, il a les yeux limite qui sortent. Il a les yeux rouges et il a pas tapé. En plus de ça, l'étranglement, il passe à plusieurs reprises. Et je te jure qu'il y a pas mal de combattants qui ont tapé. Et lui, il a su défendre, il a su sortir, il a su renverser et il a su gagner, même si la décision elle était un petit peu juste, ça aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, félicitations à lui pour sa première en KSW. Ouais, il y a eu des décisions partagées. Et Ladji, effectivement, on l'avait dit, c'est quelqu'un qui est dur au mal, c'est quelqu'un qui vend sa peau très cher, c'est-à-dire que Ouais. c'est pas forcément le meilleur combattant, le plus technique, le plus tactique, le plus athlétique, mais c'est un vrai combattant au sens noble du terme du combat. C'est quelqu'un qui fait des guerres et c'est quelqu'un qui sait endurer des guerres. En tout cas, il a montré qu'il avait les armes pour continuer et j'ai hâte de suivre El Hadji et pourquoi pas une replanification du combat contre Ramzan Jambiev qui ferait peut-être de El Hadji, ça serait intéressant pour lui parce que ça permettrait qu'il se fasse connaître d'un public plus large et pour Ramzan, ça serait aussi une manière de revenir un peu dans le game. Et de toute manière, je sais même pas son actualité. Il faut vraiment. Après, il a ses secrets là-dessus. C'est pas quelqu'un qui forcément aime s'exprimer. Et je suis pas sûr que il sache où réellement il va et s'il a vraiment des objectifs. Est-ce que même déjà il a une team? Tu vois, actuellement, c'est la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il s'entraîne dans une team? Donc, mais effectivement, pourquoi pas le recevoir pour qu'il puisse s'exprimer. Ouais. Mika, on a vu aussi Alphonse Rocher-Labasse qui a affronté Kenji Bartoluzzi. C'était un combat pas facile, surtout sur le premier round. J'ai l'impression qu'il n'arrivait pas trop à trouver ses marques. Ensuite, il a su s'en sortir et prendre une décision unanime. Est-ce que tu veux revenir sur le combat où on... Bah oh non, après faut aussi qu'on recontextualiser. C'est quelqu'un qui avait la ceinture du MMA-GP, qui était sur une belle série de victoires. C'est aussi peut-être, faut le dire, hein, même si Gaëtan Hurtel fait un incroyable travail avec la Old School d'Academy, c'est la première fois qu'il combat à si haut niveau. C'est-à-dire qu'il emmène un combattant à si haut niveau au KSW. Donc peut-être que le premier combat était difficile à gérer d'un point de vue émotionnel. Il l'avait perdu. Là, il revenait devant son public dans un Adidas Arena qui était incroyablement beau, incroyablement grand en termes de show, avec un aspect médiatique qui était peut-être tout autre de ce qu'il avait connu. Donc je pense qu'il avait aussi la pression et au fur et à mesure du combat, eh ben, on a vu une évolution. Je suis content pour lui qu'il ait renoué avec la victoire et surtout qu'il accroche quelqu'un qui est pas si facile à son palmarès. Ouais. C'était un mec qui était plutôt solide, qui avait été embauché par le KSW pour l'occasion, mais qui avait déjà, par exemple, déjà combattu au PFL pour faire les tournois Europe. Donc c'est quelqu'un qui avait de l'expérience en face et c'est bien pour lui en tout cas qu'il puisse renouer avec la victoire. Mais on attend plus de lui, hein. On attend vraiment plus de lui encore. Mais c'est ça, après, ce qui est aussi beau à la fois, comme tu dis, que c'est que Gaëtan, c'est la première fois en fait qu'il passe on va dire, ce step-là au plus haut niveau. Et je pense que ça va leur permettre aussi de grandir et d'apprendre aussi sur le tas. Donc c'est ce qui est beau à la fois. Après, peut-être à un moment donné, il va falloir un petit peu, peut-être, hein, j'ai bien peut-être s'expatrier pour aller chercher du sparring, on va dire, un peu plus dur, pour pouvoir, on va dire, monter un petit peu de niveau. Mais en tout cas, là, pour le moment, ce qu'ils font, ça marche. Et force à eux. Et encore félicitations à leur team et à Alpha. Ouais. Et lui, j'oublie son nom. Quel Al Jarouj.
À Jarrouj, exactement. Ce sont des petits poids. Peut-être, tu vois, aller s'entraîner avec des gars comme Taylor, etc., pour donner un peu d'expérience. Je sais qu'il tourne beaucoup aussi avec Elias. Parfois, quand Elias monte sur Paris, Mhm. ça tourne. Je sais qu'il croise les gants beaucoup avec la Old School, avec la Hatch Academy. Donc, Mhm. je sais qu'il croise les gants. Mais voilà, non, je pense juste qu'il a aussi besoin de peut-être de maturité. Là, il fallait qu'il se remette en confiance. Maintenant, il y a la place dans sa catégorie. Il y a Taylor en numéro un et derrière, il est quasiment derrière Taylor. Mais il y a 200 places qui les séparent. Donc, il y a vraiment il y a des progrès à faire, step by step. Mais il est jeune. Donc, il faut aussi miser là-dessus, hein. C'est un combattant qui a 26 ans, je crois. Donc, il va avoir le temps de progresser et de revenir. Mais en tout cas, il a montré des belles choses, une belle résilience. Hâte de le revoir. C'est ça. Et ensuite, on avait Emargui, ancien champion de l'Hexagone, qui a affronté Barrio, n'oubliez pas le prénom, et qui, pareil, après un 3x5, il l'emporte par décision. Partagé, ouais, ouais. Par décision partagée, ouais. Derrière, on avait Laïd Zerouni, donc, que vous avez pu entendre juste avant. On a eu, comme je le disais en début, Prince Aonala contre Michael Martinek. Et après, en co-main event, on avait Wilson Varela qui a affronté Ziolowski, celui qui devait affronter Saladin Parnasse à plusieurs reprises. On va dire victoire par TKO sur une blessure, mais c'était quand même un combat qui était bien engagé, bien entamé de Wilson. Je pense qu'il maîtrisait son sujet. Donc voilà, on va dire, c'était une belle démonstration de sa part et il montre que c'est un contender sérieux pour le titre et qu'il va falloir vraiment compter sur lui. En fait, ça confirme que les dires qu'on disait, même lorsqu'on a vu Russell Cassapé, qu'on parlait de sa carrière, et même lorsque toi et moi on parlait de sa carrière. Là, il montre que c'est un combattant vraiment sérieux et qu'il a un axe de progression qui est énorme et que voilà, là c'est du sérieux. Et en plus, j'ai apprécié ce qu'il a dit parce que lorsqu'il a été en fait questionné sur le fait qu'il voulait aller chercher la ceinture des lightweight, il s'est pas défilé. Il a dit que si Saladin était encore là, bah, qu'il irait chercher la ceinture. Et on voit que c'est des paroles très lucides. Et on voit que voilà qu'il en a envie et qu'il a pas froid aux yeux, qu'il a pas peur des défis, quoi. Ok, j'avais pas compris, j'ai même pas entendu, ouais, ouais. Mais on l'avait présenté hein, l'année dernière comme étant le combattant qui avait le plus performé dans les moyennes grosses organisations. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'était pas à l'UFC, mais c'était le combattant qui nous avait le plus surpris. 5 combats, 5 victoires, c'était 5 finishes, enfin 4 finishes, une finition. Et là, au Adidas Arena, il a affronté le plus gros nom en carrière, hein. Il a affronté le plus gros nom en carrière. Zoloski, c'était solide, Marianne. Et c'est une victoire qui le propulse directement dans le top 100. Maintenant, il est 96e mondial, derrière Faresiam, derrière Barnaoui, derrière Parnasse et derrière Benoît Saint-Denis. Juste derrière lui, on a Thibaut Gouti. Donc, quand on regarde les 6 Français là, c'est la crème de la crème à 70 kilos. Aujourd'hui, c'est vraiment la crème de la crème. Guti qui va bientôt faire son retour, Faresiam qui est à l'UFC qui a marqué une victoire, Barnaoui qui va bientôt revenir au Bellator, Parnasse qui a fait une incroyable victoire, on va y revenir, et Benoît Saint-Denis qui a affronté Dustin Poirier. Donc on voit bien le niveau déjà des 70 kilos en France, et on voit qu'aujourd'hui, bah, Varela, il confirme et il s'inscrit comme un grand combattant. Sur la physionomie de combat, pour moi, il prend le premier round. C'est serré, mais il prend le premier round. Je pense qu'il fait le nécessaire pour le gagner. Dans le deuxième round, Marianne, on voit qu'il essaye d'accélérer et il y a cette blessure qui intervient. Mais en fait, c'était bien contrôlé hein, de toute manière de la part de Varela. Même Ouais. quand Marianne a essayé d'aller lutter, Varela a réussi à inverser la tendance. Et voilà, c'est une blessure, ça fait partie des faits de combat. Et surtout, pour moi, il était devant au point. Ouais. C'est-à-dire que même si on était encore en début de combat, dans le sens où on était au début du deuxième round, il dominait les débats, donc c'est pas démérité et c'est une belle victoire. Et il s'inscrit comme l'un des prétendants, en tout cas, pour aller chercher cette ceinture. C'est ça, Mika. Donc là, il est programmé pour la ceinture de l'Hexagone. C'est le 2 juin contre Magomed Kadi Magomedov. C'est celui qui avait affronté Nassim Belwash sur le dernier, enfin sur l'un des hexagones qui est passé. Et tu parlais des deux combats en disant que c'était un combat qui était, on va dire, de très bon niveau. Malheureusement Ouais. pour Nassim, il perd sur guillotine. Et donc là, c'est Wilson Varela qui affrontera pour la ceinture le 2 juin à l'Hexagone.
Alors, tu vois, autant j'avais dit à Nassim que à l'époque, quand il combattait ce gars-là, j'avais dit attention, Kadima Gomedov, c'est solide et c'est pour moi très au-dessus de ce que tu peux proposer en combat. Il a quand même pris le combat, il a fait des belles choses, hein, Nassim. Mais là, il y a quand même une grosse différence de niveau entre prendre Nassim à 70 kilos. Hein. Nassim, c'est quand même un petit 70. Il avait raté le poids, je crois, je sais plus lequel des deux, bref. Et d'aller chercher Wilson à 70, il y a quand même, selon moi, une grosse marge. Mhm. Voilà, pour moi, Varela, quand même, sur ce combat, est largement favori. Maintenant, attention à Kadimagomedov, qui a les armes, je pense, pour aller perturber Varela, mais c'est quand même, selon moi, un combat dans lequel Varela n'a pas grand-chose à gagner. D'un point de vue stratégique et tactique, il affronte un gars qui est même pas classé chez les 70 kilos. Lui, il est numéro 100. Il a la ceinture de l'Hexagone. Bon, il est sur 6 victoires consécutives. Je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher un profil comme ça. Maintenant, si ce combat se fait, ça sera quand même, à n'en pas douter, un beau combat. Et c'est vrai, c'est un petit peu, Mika, le côté, un petit peu, on va dire, le côté qui peut aussi être dérangeant pour la carrière, parce qu'on en parlait justement avec Laïd, il disait qu'il n'avait pas d'intérêt à affronter Mathieu, parce qu'il a affronté on va dire des gars mieux classés, surtout l'avant-dernier combat qu'il a pris là, avant Boubacar Niakhaté, c'était un vétéran UFC, donc forcément qui était beaucoup mieux classé que Mathieu ou que Boubacar. Là, c'est le même cas pour Wilson Varela. Zoloski, c'est quelqu'un qui est bien classé, c'était l'ancien champion du KSW. Et donc là, tu sais, tu rétrogrades. Donc, un combat, ça reste un combat. Donc forcément, il y a toujours les mêmes risques, on va dire, de perdre, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois de faire retour en arrière, surtout quand tu arrives à jongler dans deux organisations qui sont pas du tout du même calibre, en termes de roster, en termes de show, en termes de médiatisation, et aussi même peut-être en termes d'aspect financier. Bah, ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire. Hein. J'ai pas grand-chose à ajouter dans le sens où il faut arbitrer entre l'intérêt sportif, l'intérêt économique, l'organisation dans laquelle tu es signé. Il y a toutes ces petites choses qui rentrent et qui font que ça joue en soi, en tout cas dans les décisions qu'on doit prendre. Et parfois, la décision financière n'est pas la meilleure d'un point de vue sportif. Parfois, la décision sportive, c'est pas la meilleure financièrement. Voilà, c'est une équation avec plusieurs paramètres et en fonction de notre situation, bah, on choisit, on fait des choix. Et donc, bah, ça lui appartient, mais effectivement, c'est pour moi un gros risque pour pas grand-chose, ce combat. C'est ça, en tout cas, à voir. Pour la suite, Mika, on passe au main event. Saladin Parnasse qui, après une longue absence en France, qui venait défendre sa ceinture contre Valeriu Mircea, qui était détenteur de la ceinture intérimaire dans la catégorie des lightweight. Sur la performance, rien à dire. Je pense que c'est un classique chez les strikers. Pareil, les zones de frappe avec une jambe arrière, surtout avec quand tu es gaucher, frapper en ligne basse, remonter un petit peu au milieu et finir sur un leg kick, c'est passé crème. Il a- La jambe il- arrière qui frôle le crâne, rien à dire. Ouais. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il a fait un peu comme Makhachev avait fait avec Volkanovski. Volkanovski. Middle, il est venu sur la high kick ensuite. Et on peut même pas dire que ce soit une erreur de la part de Mircea Valeriu. C'est vraiment, c'est même pas qu'il a baissé la main, parce que le tibia, c'est vraiment le high kick parfait. C'est-à-dire que le tibia vient heurter l'arrière de la Ouais. tête. Et on le voit, c'est un peu comme Connor quand il avait frappé Poirier en mettant un petit coup de poing derrière la tête. C'est la zone dans laquelle vous prenez le coup, vous tombez. Mhm. Et ce que je veux dire, c'est que encore une fois, c'est là où je dis il y a du génie dans ce que Salah fait, c'est que c'est pas un gros finisseur, Salah, c'est un finisseur au quatrième, cinquième round. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient user, et qui ensuite trouve la faille dans le combat. Et là, il arrive et il nous met ce KO à Paris, à l'Adidas Arena, en main event. Et c'est souvent ça la différence entre les mecs qui sont archi fort et les champions. Le champion, il fait toujours le truc au bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, moi, voilà, je suis content pour Saladin. Ça fait longtemps que je suis sa carrière. Et je trouve que c'est une belle récompense. J'espère vraiment que cette victoire l'aura mis en lumière dans un public plus large français qui boudait un peu le KSW. J'espère que les gens se sont rendus compte du niveau qu'était le KSW, de ce qu'ils étaient en mesure de proposer et de montrer que Saladin Parnasse bah, fait partie de nos 5 meilleurs représentants français.
Aujourd'hui, j'en compte cinq. Je prends Benoît Saint-Denis, Cyril Gane, Nassour Imavov, évidemment, Manon Fiorot. Et derrière, j'ai Saladin Parnasse. Pour moi, je crois que je suis sur mes cinq meilleurs représentants français aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, Mika. Après, on va forcément parler de la suite, même s'ils ont exprimé encore une fois leurs ambitions, qui n'ont pas changé, c'est-à-dire l'aspect financier. Saladin, il est depuis 2017 au KSW, donc il a effectué plus d'une C'est ce que dizaine de j'allais dire. combats. Ça faisait 7 ans presque jour pour jour qu'il n'avait pas combattu en France. Et donc, C'est c'était juste pour ça. rebondir sur ce que tu avais dit, le retour en France. Mais c'est ça, donc depuis 2017 qu'il est au KSW, donc il a vraiment grandi, fait ses armes là-bas. Je ne sais combien de main events, donc forcément les 5x5, ça y est, c'est ancré à lui, c'est ancré en lui, donc ça a dû aussi lui faire progresser. Voilà, ça l'a vraiment, on va dire, monté au haut niveau en affrontant des gars qui ont avec une trentaine de combats. Et donc là, maintenant, c'était à priori son dernier combat, en tout cas, sur du contrat du KSW. Maintenant, si on regarde, ça va être on regarde place à la négociation, dans quel orga Saladin va signer. Il y a forcément trois, on va dire, possibilités, voire même deux, parce que le Bellator et l'UFC et le PFL sont en train de fusionner. Il y a forcément l'UFC, mais bon, ça, c'est un autre aspect. C'est plus pour pour l'aspect, on va dire, performance à haut niveau. C'est pas l'aspect financier, en tout cas, sur l'UFC. Et il y a peut-être le One. Ça, c'est mes probabilités à moi, même si on sait que. Arrête peut-être aussi le KSW. Peut-être le KSW à nouveau, Mika. Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà, de tout ça? Bah, moi, comme je te dis, j'ai la casquette du spectateur. Bah, le spectateur, j'ai qu'une chose envie de voir demain, c'est Saladin contre Volkanovski, c'est Saladin contre Max Holloway, c'est Saladin contre Allen, Tomoya? c'est Saladin contre Ortega, c'est Saladin contre bon, Korean Zombie, ça se fera plus jamais parce qu'il a pris sa retraite, mais c'est ou Saladin contre la Pantera. C'est les combats que j'ai envie de voir. Voilà, ça, c'est les combats. Tu me vends, j'achète et je crois que la France entière est derrière son fauteuil et on regarde ça. Maintenant, je mets ma casquette manager, je mets ma casquette aussi combattant. Je me dis, bon, bah voilà, j'ai 27 ans, je suis encore jeune, j'ai une grosse expérience. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où je signe à l'UFC, moi j'arrive direct dans le top 15. Au vu des prestations, ils vont pas lui faire de cadeau. Ça va faire comme une gamrotte. Ils vont essayer. En plus, l'UFC, quand tu es une grosse star, ils aiment bien te casser avant de te relancer. Ils aiment bien montrer que, Je sais, c'est pas la même, ouais. ouais, ils aiment bien montrer que d'emblée, chez eux, c'est pas pareil. Et donc voilà, donc après, il y a l'aspect financier. On le sait, quand tu arrives à l'UFC, c'est un peu un principe chez eux, à l'UFC. Quand tu arrives à l'UFC, c'est très rare d'avoir un contrat genre à 100 000 ou 150 000 par combat. C'est un principe qu'ils ont. Tu rentres à l'UFC, Quelques exceptions. Je bah, il me semble que c'est Chandler la plus grosse Chandler, exception. je pense Michael Page aussi. Après, tu Ouais, as voilà. Jiri Prochaska, même si lui, c'est, on va dire, c'est un petit peu différent, c'est chez les light heavyweight. Tu as aussi à l'époque Volkan Ozdemir qui affronte directement un top 15, mais bon, après, c'était un short notice. Donc, je pense qu'il doit y avoir quelques noms, mais je pense qu'à un certain moment, je pense qu'il doit toujours avoir moyen de négocier. Après, faut être lucide. Ouais, mais après, il faut que l'UFC aussi se pose les bonnes questions. Ça veut dire Je qu'à un suis moment donné, d'accord. ils ont vu beaucoup de Français leur échapper. Et en business, ça aurait pu être intéressant pour l'UFC quand tu vois quand tu vois que le PFL a vendu plus vite les tickets Bercy que l'UFC Mais Mika, même. justement, tu vois que l'UFC, là où ils sont forts, c'est qu'eux, ils visent le long terme. Oui, Cédric mais Doumbé, tu parles de Cédric si Doumbé ou tu quand tu vises parles de... ouais, mais si tu vises le long et le court terme, c'est encore mieux. Ils ont les moyens Bah, de le oui et faire. non, parce qu'ils sont là une fois par an Ouais, sur l'UFC Paris. mais Là, franchement, Saladin, c'est misé sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? bien C'est- sûr. Mais En plus, justement, donc, si tu vis sur le long terme, tu sais que forcément, tu dois faire tes preuves. Tu vois ce que je veux dire? oui, En c'est une gros, politique. En tout cas, c'est une politique qu'ils ont, ouais, l'UFC. Maintenant, c'est pour ça que j'en reviens à ce que je dis. C'est Saladin, il a le choix. Soit il fait le choix d'aller faire plaisir aux fans de MMA qu'on est et je pense. d'aller prendre des combats de ouf pour 20, 30 000, 40 000. Soit il se dit, hop, 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 moi, les guerres, elles me font pas peur, mais je préfère aller m'engager dans un tournoi à 1 million comme le PFL et au moins je prendrais, quoi qu'il arrive, 100 000, 150 000 par combat. Et en plus, si je gagne le tournoi, bah, je prends 1 million. Bah, tu vois, et là, la réalité, c'est que si tu es le combattant qui raisonne et tu es un combattant qui pense un peu avec sa tête, tu dis, attends, quitte à aller faire des guerres, est-ce que je préfère faire une guerre pour 30 000 ou est-ce que je préfère faire une guerre pour 150 000 avec potentiellement un tournoi qui débouche sur 1 million d'euros?
Et elle est Mais là la écoute, réalité. Maintenant, on n'a pas toutes les données. Moi, je pense que le One FC, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils ne sont pas en course dans le jeu. J'espère ne pas avoir Saladin au KSW, au One One, FC. C'est vraiment pour moi le One FC, on comprend rien à leur communication. oui, Les événements, et tu peux jamais les voir en direct. Si je te demande de me citer 5 mecs du Roadster de 66 kilos, tu saurais pas le faire. Ouais, clairement, c'est pas une organisation qui fait que je kiffe, tu vois. après, Maintenant, voilà, je pense que le choix, il se joue entre le PFL et l'UFC. Je vois que ça. Je pense que Saladin est encore une fois sportivement trop gros pour le KSW. Il peut rester au KSW parce que je pense que le KSW, ils ont l'argent hein, pour payer Saladin très fort. Mais maintenant, il y a aussi peut-être que entre l'argent le sport, bah, il y a peut-être le juste milieu qui mixte la performance et l'argent. Et je écoute, pense que le PFL aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est le plus raisonnable entre les deux. Maintenant, à voir. bien sûr, en tout cas, en termes de, on va dire de carrière sportive, ce serait toujours mieux que le KSW. Là, je parle vraiment pas de l'aspect financier. Maintenant, quand tu dis qu'il y a deux choix à faire, l'aspect financier ou le fait de faire plaisir entre guillemets aux spectateurs, je pense pas enfin, selon moi, je ne pense pas que ce soit le fait de faire plaisir aux fans, mais en fait, c'est pour, on va dire, cocher leur ambition. Parce que Hack, il le dit très clairement, Saladin le dit très clairement, c'est très respectueux de sa part. Il a dit qu'il a une petite fille, qu'il aimerait la mettre dans une école privée, qu'en France c'est dur. Hack, on va dire, il a que confirmé ses dires. Maintenant, il y a aussi une autre chose. D'ailleurs, je dirais à Hatch, je lui ressortirais ça qu'en France, c'est dur. S'il peut me payer un peu plus cher quand je fais commentateur. J'espère que ça sera Parce que entendu. la France, c'est dur pour tout le monde, hein. Donc, je disais en gros, donc, et tu sais, derrière aussi, Hack, il le dit clairement qu'il veut que Saladin ce soit le numéro un des featherweight. Et c'est là où, en fait, j'arrive pas, on va dire, j'arrive pas, comment dire, à comprendre en fait le choix de perdurer au KSW. En gros, Saladin, il fait ses débuts en 2017-2018 au KSW. Pour te dire que Benoît Saint-Denis, qui est actuellement dans le top 10 de la meilleure et de la plus dure catégorie au monde, il n'avait même pas combattu en pro. Et il me semble que Benoît, il démarre le MMA en 2017. Donc en gros, quand tu as un talent comme Saladin, quand tu es aussi fort que Saladin, quand tu es aussi bien entouré que Saladin, je sais que ça va être compliqué, Mika, on te propose, je sais pas moi, 200, 100 000, 200, 300 000 euros, et on te dit, c'est des combats que tu gères, on va dire, plus ou moins très très bien, comme il le fait là, Saladin, performance sur performance. T'es la star, tu fais que des main events, t'es très bien accueilli, t'es très très bien payé. On te dit, on va dire, de sortir de ta zone de confort et d'aller te confronter à des combats plus durs et beaucoup, 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 beaucoup moins payés. Donc forcément, quand ta ligne, c'est performance, ta ligne, c'est primes. C'est compliqué de sortir de ta zone de confort. Même une fois que Bah tu es à ouais. l'abri, c'est encore plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu une contradiction lorsqu'il dit il veut d'abord être à l'abri et ensuite on va dire on verra ce qui se passera. Je sais. Si j'étais, moi, je serais, on va dire, plus transparent. J'aurais été clairement dire, OK, les gars, ça ne m'intéresse pas d'aller, entre guillemets, me confronter au plus haut niveau. Je ramasse l'argent, fin de l'histoire. Mais en fait, derrière, on parle de l'aspect financier. On dit clairement que c'est un choix personnel pour mettre sa famille à l'abri. Je respecte. Et derrière, on va dire, on se plaint parfois du manque de notoriété et du manque de mise en lumière. En gros, il y a quelques temps, dans le top 5 par exemple, que tu aurais cité, il y aura, il y a, là, tu as cité Benoît Saint-Denis, tu as cité, je sais plus qui est ce que tu as cité. Tu parles chez les 70? Non, même en général, tu dis quand tu parles des 5 meilleurs représentants. Mais regarde, il Oui, suffit que dans quelques temps, tu as Fares Yam ou William Gomis ou un autre Français qui rentre dans le top 10, dans le top 5 de l'UFC, et tu verras que le nom de Saladin, il commencera à descendre. Il y oui, a quelques c'est temps, là. tu vois, Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il y a quelques temps en arrière, c'était Morso Barnaby qui était dans le top 5 des combattants français, des meilleurs combattants français. Malheureusement, il a pas su continuer et persévérer dans les performances. Et là, maintenant, on entend quasiment plus parler de lui. Et malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver à Saladin s'il perdure au KSW, voire même au PFL. Maintenant, ça, c'est vraiment, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est pas un tacle, c'est pas un pic ou autre. J'ai beaucoup de respect pour la Academy. J'ai rien contre eux, je les apprécie. Mais quand on parle, en fait, comme ça, médiatiquement, de nos choix, on va dire qu'il ne faut pas se plaindre. Tu peux pas avoir. Enfin, tu peux non, avoir la ouais. gloire et l'argent. Tu peux. J'ai compris ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est que à un moment donné, dans sa carrière,
même s'il reste au PFL, il pourra jamais être numéro un mondial. C'est ça que tu es en train de dire en gros. Parce que, C'est mon cas, ce sera compliqué ouais, de dire. oui, c'est parce que quoi qu'il arrive, un top 10 UFC vaudra toujours plus, entre guillemets, ou le top 5 Regarde, de selon l'UFC. toi, qui performe, on va dire, le mieux et qui est, on va dire, je te demande des choses entre Benoît Saint-Denis actuellement là et Saladin Parnasse. Pour toi, qui performe au plus haut niveau et qui est meilleur tout simplement sur papier? Franchement, je vais t'étonner, tu vois, mais je te jure que je dirais Saladin Parnasse. Si Ah, je prends la vas-y, globalité. j'arrête de parler avec toi. Non, Mais mais gros, attends, mais Mika, attends. Eh ben, mais non, Benoît Saint-Denis, c'est incroyable ce qu'il a fait. Donc, non, mais je gros. vais même pas dénigrer. En fait, on a deux magiciens du sport. Non, On a non, Mika, deux. t'abuses. Mais attends, laisse-moi m'exprimer. On a deux magiciens du sport. T'as un magicien du sport qui a quand même été tenté d'aller chercher une troisième ceinture. Et clairement, ça a été une mauvaise idée Mais après coup. tu, Et tu peux attends, pas. et qui a été. Attends, mais laisse-moi finir, frérot. Et qui a été à la décision. Mais gros, Et ça, pour moi, écoute-moi, même s'il avait fait l'exploit, en gros, est-ce que tu peux, on va dire, comment dire, pour prétendre, on va dire, à l'UFC ou au PF ou au Bellator, est-ce que tu peux dire, OK, j'ai été chercher trois ceintures au KSW? Mais Mika, frérot, est-ce que ça pèse sur la balance ou sur le... Non, mais tu mais sais bien pourquoi je sûr te dis ça ça? paye. Tu vas. Attends, Soldic qui a signé au NFC pour je sais pas combien, il était Au One double FC, champion au One, quand il a il. signé au One, donc on n'en entend même plus Gamrot, parler. Gamrot, il était double champion du Double champion, Mika, mais KSW. double champion, c'est en gros ce que je veux dire, c'est que c'est Ben, dans deux catégories qui se valent, eh ben, 66 60. et Mais 70. attends, eh ben, c'est ce qu'il a fait, Saladin. Il est 66-70. Non, Il mais là, était. tu parles de la triple champion. De Et la là, il est triple. parti chercher Bartotsinski, 14-0 en carrière. Il va le chercher dans une KT à 77. S'il le tape, il est classé numéro 50 mondial dans trois KT différentes. Bien sûr que ça pèse dans les négos avec l'UFC. Ils se disent, mais c'est quoi ce Non, bar? Mika, en Après, gros, attends. Après, le défi, il n'a pas été relevé. Bon, là, il affronte Mircea. Mircea, on aurait tendance à croire que vas-y, c'est un combattant de seconde zone. Mircea, c'est archi fort, Valeriu. Valeriu Mircea, c'est solide. C'est une trentaine de victoires, c'est 12 KO, c'est 13 soumissions. Il est champion par intérim du KSW. Il est sur 4 victoires consécutives au KSW. C'est solide. Et ce que je veux dire par là, tu regardes maintenant les performances de Benoît Saint-Denis. Évidemment qu'il performe de ouf. Je suis pas en train de te dire que Benoît Saint-Denis n'a pas performé de ouf. Mais Benoît Saint-Denis, si tu regardes avant sa victoire contre Favrela, il a affronté et Moïse, voilà, il a t'abuses, gros. affronté Frévola, il a affronté Moïse, Thiago Moïse, Bonfim et comment dire Frévola. Donc il arrive à se hisser dans le top 15. Il est même 12e, je crois, actuellement du ranking UFC. Ma question est, crois-tu pas que Salah a largement sa place entre la top 10 et 15 des 66 kilos? Mais Mika, je te rejoins. Sur le papier, il a la place. Ah Maintenant, on sait ouais. que le MMA, c'est des faits factuels. Jusqu'à Bah, preuve du contraire, on ne pourra pas l'affirmer. bah ouais, mais c'est pas Regarde comme si. Gamrot qui a justement, on va dire, qui a nettoyé la catégorie, qui était Ouais. justement détenteur des deux ceintures au KSW. On voit très bien qu'il galère à l'UFC. Mais vas-y, il est cinquième, que tu me racontes? Il galère, il a battu de Sarukian. Mais Ouais, t'as mais pété les Mika, plombs, toi. mais Mika, gros, t'es sérieux? Les performances qu'il a fait, Ouais, mais elles pas des sont plus dures. performances. Mais elles sont plus dures, mais il est cinquième. Mais arrête. Non, mais justement, oui, il est dans le top 5, il est dans le top 10. Mais Bah ouais. Mika, tu vois bien que la difficulté, on va dire, qu'il a eu pour battre, par exemple, Tsaroukian, même le combat, il le remporte, mais c'est un combat archi disputé. Pareil pour le combat contre Turner, il a à deux doigts de perdre. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Mais c'est qu'en gros, tu performes dans d'autres organisations, c'est bien. Quand tu arrives à l'UFC, on voit qu'il y a une différence. Pareil pour Michael Chandler, Mika. mais ça, On voit bien qu'il est sur du il négatif y à a, l'UFC. il y a personne qui va dire que le niveau d'adversité, il est moins fort à l'UFC qu'au PFL ou que le top 5 de l'UFC dans toutes les catégories, quasiment, hein, toutes les catégories, le niveau d'adversité est plus dur au monde, c'est à l'UFC. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand tu n'es pas dans le top 5, je pense que les champions de certaines catégories ont largement dans le top 10 de l'UFC. Largement. Et ma question aujourd'hui, si tu me demandes qui a le plus performé en termes de globalité de palmarès entre les deux, je te le dis très honnêtement, je trouve que Saladin est au-dessus de Benoît. Maintenant, est-ce que ça retire Benoît? Benoît, il fait partie pour moi des 5 meilleurs Français. Je l'ai dit et je pense, il y a Cyril Gann, il y a Nassour, il y a Parnasse, il y a Benoît Saint-Denis et il y a Manon Fiorot. Et voilà. Et encore une fois, je peux pas dire mieux que ça. C'est 5 tueurs à gages, 5 prodiges. Ça n'engage que moi. Mais je considère qu'aujourd'hui, les exploits
qui ont été réalisés par Saladin sont au-dessus de ce qu'a fait en carrière Benoît Saint-Denis. Pour le moment, peut-être sur papier. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que là, Benoît Saint-Denis, de par ses performances, et même de par le fait qu'il ait fait ce round de folie contre Poirier, pour moi, il est en train de légèrement déplacer Saladin en termes de performance. C'est ce que Mais je pense. s'il avait battu Poirier, je suis d'accord avec toi. Et le round qu'il a fait contre Poirier, Non, mais mais ça gars, laisse présager que des choses. même le fait Hein. qu'il se débarrasse de Thiago Moises, même le Bien fait qu'il mette sûr, le Ekika voilà, pour moi, en mais termes bien sûr. de performance, pour moi, il est devant. Selon moi. Moi, je trouve que, voilà, bah écoute, après, on ne peut pas être d'accord, Bien sûr. mais comme je t'ai dit, c'est pour moi, on pinaille. On a juste 5 champions en France. On a vraiment 5 tueurs à gages en France. Et aujourd'hui, même dans mon ranking, je t'avais dit l'année dernière, limite, j'avais mis Abdul en concurrence avec Saladin. Et je me rends compte, quand tu vois la performance d'Abdul là et la performance de Saladin, mais j'ai bu de la drogue ce jour-là. Ce que je Non, veux mais dire, toi, attends, c'est. attends, voilà. Regarde, pour comparer Abdul et Saladin, sur papier, on dit qu'il y a un match, mais en termes de performance sur les faits factuels, tu viens de le dire toi-même, tu dis que tu as bu de la drogue ce jour-là parce que tu les as Ouais, comparés les deux. mais parce que je les ai comparés à un instant T. Et ce que je veux dire, c'est que le MMA va vite. Et Mais aujourd'hui, justement, quand je. justement, Mika, Eh ben, le moi, je MMA peux. va vite. Quand Bah ouais, Saladin il fait ses premiers combats au KSW, Benoît, il a même pas encore, il vient de commencer le MMA. mais c'est pour ça, ça se trouve, Benoît, dans 3 ans, il aura pris la place. Enfin, largement, ça se trouve. J'espère même vraiment qu'il soit champion. T'es fou, quoi? J'espère même que chacun de nos Français seront champions. Je te dis, c'est un crack. C'est un magicien, c'est un crack. Je peux pas te dire plus. Il fait partie des 5 meilleurs. Mais en termes d'accomplissement, je trouve que Saladin a fait au-dessus. C'est tout. En tout cas, juste une petite précision, on compare vraiment les faits factuels et les performances sportives. C'est pas du tout une comparaison pour envenimer les choses ou créer Ouais, il y a même, entre eux, il n'y a même pas bien sûr, d'animosité. on les C'est a vus évident. tourner ensemble. Non, non, mais c'est normal, Mickey, on débat, on analyse, donc voilà, il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien de mal. En tout cas, en espérant le meilleur pour les deux, et n'hésitez pas en tout cas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En espérant aussi le meilleur pour Saladin. Et une petite parenthèse, je rajoute et j'insiste là-dessus, c'est très, très, très lucide et très respectueux de sa part de faire ce choix-là personnel, du fait qu'il, je répète hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il dit qu'il veut mettre sa fille en école privée, qu'il veut mettre sa famille à l'abri. C'est très, très lucide et très respectueux de sa part. Maintenant, nous, on est là parce qu'on fait l'actualité du MMA français et mondial, parce qu'on analyse, parce qu'on débriefe, parce qu'on fait les previews des combats, des combattants, parce qu'on reçoit les combattants, donc forcément, on en parle. Je dis ça parce qu'il y avait une petite polémique sur Twitter il y a quelques temps, lorsque j'avais réalisé sur un tweet de la sueur, mais il n'y a rien de mal. Il n'y a vraiment rien de mal. J'ai que du respect pour Saladin. Comme tu as dit, c'est l'un des meilleurs représentants français. Mais voilà, je ne parle que de ce que de ce que je ressens et c'est mon avis et ça ne concerne voilà, que ce que je pense. Mika? Attends, après, il y a eu l'UFC Fight Night, donc Allen avec VS Curtis 2, mais j'aimerais juste qu'on fasse un petit point, parce que et d'ailleurs, on va pas tout retracer sur les championnats amateurs, mais juste le combat qui a fait couler beaucoup d'encre, Paul Denis contre Vidal. Tu voulais qu'on en parle? Ouais, ouais, ouais. Franchement, j'en ai parlé là. J'ai reçu Taylor et Nicolas. Et moi, je l'ai dit, hein, quand je regarde le matin et je vais sur Instagram et que je vois le chaos, je te jure, je suis abasourdi parce que c'est deux combattants qui se connaissent, parce qu'ils se sont affrontés à l'époque. Et maintenant, actuellement, là, ils sont ensemble à l'US Metro. Donc, c'est deux teammates, deux partenaires d'entraînement, deux gars qui ont été ensemble en Thaïlande, deux gars qui étaient dans la même chambre là, au championnat d'Europe en Serbie. Donc, pour moi, tu sais, des fois, on va te poser une question au hasard, on dit, tu seras capable d'affronter un partenaire d'entraînement, tu dis oui, tu peux rigoler. Mais quand les faits sont réels, tu vois que en tout cas pour moi, ça ne se fait pas. Je sais pas, deux partenaires d'entraînement, tu sais, quand tu es régulier à l'entraînement, tes partenaires d'entraînement, ça devient limite, t'as ta famille, tu les vois autant que ta famille que tes collègues de travail. Donc vous êtes là pour vous porter vers le haut, vous êtes là pour vous préserver, pour vous faire progresser. Et le fait qu'ils se soient affrontés, dans la forme, c'est rien, mais dans le fond, quand je vois qu'il le met KO et qu'il assomme avec un grand endpoint, gros, ça m'a fait mal au cœur. Franchement, ça m'a fait mal au cœur parce que je Ouais, me dis, le retour, il va être un peu dur à la salle. Ça peut mais créer de l'animosité, ça peut. Tu vois ou pas ce que je oui. veux dire? Bah ça, c'est au coach de gérer, donc ça va être à Johnny de gérer, hein, parce que je rappelle, ils sont à l'US Metro. Maintenant, là, si tu te mets maintenant à la place de Vidal, admettons que c'est Paul Denis qui aurait mis le KO. Tu crois qu'il sera. Non, mais écoute, Voilà, c'est exactement la même chose. Mais on justement, est c'est pour d'accord. ça qu'il faut se mettre d'accord. Et même Mais dans comment l'éthique tu des. fais? Regarde, c'est deux jeunes. Comment Moi, tu fais?
Non, non, mais attends, moi Ils je dis sont... pas, moi je suis comme toi, Ibi, hein. Je suis comme toi, je trouve que ça pose un réel cas de conscience, tu vois. On est à l'entraînement, tu as deux amateurs qui sont plus ou moins au même niveau, les deux s'engagent dans la même compétition, sont susceptibles de se rencontrer. Je trouve que ce qui se passe, c'est douloureux. C'est deux amis. Je vois pas comment tu peux mettre KO un ami. Moi, c'est ma vision des choses. Et on l'a vu à l'UFC, des combattants s'affronter, mais l'UFC reste l'UFC. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on te parle d'une ceinture, etc., c'est différent. Et la première fois que ça m'avait choqué, cette histoire, à l'époque, c'était John Jones qui affrontait Rashad Evans. C'était l'une des premières fois où j'avais vu ce type de story. Maintenant, là, on est dans un milieu amateur et tout. Mais je ne dis pas hein, que je suis pas en adéquation avec ce que tu dis, Aby. Mais ma question, c'est de savoir, ces deux jeunes, les deux, que ce soit Paul Denis ou Vidal, misent très gros sur le MMA. Et on voit que le MMA amateur aujourd'hui, c'est des putains de rampes de lancement pour la suite. C'est-à-dire que si je prends par exemple, comment dirais-je, l'exemple de Delphine, j'ai peur d'écorcher son nom de famille, je vais essayer de... Benoît, Benwachi. Elle a été championne. T'es d'accord avec vice-champion moi? du monde. Ouais, vice-championne du monde. Là, elle est au COF actuellement. Grosso modo, elle a un calendrier de fight archi complet jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire que si tout se passe bien pour elle, on est sur trois quatre combats. Au mois de juin, elle arrive avec 4-0, grosso modo. Et tout ça, ça a été fait parce que dans un coin de la tête de tout le monde, on se dit en septembre, il y a l'UFC. Il n'y a pas beaucoup de filles en France en MMA. Il n'y en a plus qu'une d'ailleurs en MMA en France, c'est Nora. On va revenir sur son cas parce qu'elle a gravement. Deux, Manon Furo et Nora. Les deux ont performé récemment. Et donc, du coup, il y a la place. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, pourquoi Delphine elle a réussi à mettre tout ça en place, c'est parce qu'elle vient un milieu amateur et dans lequel elle a performé. Donc Vidal et Paul Dena, ils viennent avec ces ambitions-là. Ces ambitions de, il nous faut le titre amateur, champion Europe amateur, parce que derrière, ça va m'ouvrir des potes. Et on le voit avec Harry Bora, on le voit avec tous ceux qui ont performé en amateur. Swill, par exemple, si je prends l'exemple de Swill, un des génies français qui a été champion. Aujourd'hui, il est sponsorisé Venom déjà. Je crois même qu'il est managé par le manager, C'est le même sûr qu'il est manager. sponsorisé Venom. Ouais, je suis sûr et je crois même que dans la boîte de management, il est avec le même manager que la même team de management que Nassour. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on voit que les championnats du monde, ça ouvre des portes. On voit que c'est quelque chose d'important pour eux. Et je pense que quand ils se sont allés dans le tournoi, le fait de se rencontrer était quelque chose qui était lointain. C'est-à-dire, ils se sont dit, bah, si on se rencontre, on se battra. Et c'est arrivé. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est quand tu vois la finalité du truc, bah, quelque part, ça a un côté dramatique parce que tu en as un bah, qui, les deux veulent vivre leur rêve. Et c'est là qu'on voit que est-ce que réellement tu peux combattre cool avec un ami? Non, c'est pas possible. Et quand tu mets KO un ami, moi je suis désolé, c'est vrai, je pense pas que ça puisse rester un ami. Sincèrement, je pense pas que tu puisses mettre KO un ami, ça me paraît. Maintenant, je pense que s'ils se perçoivent comme des partenaires d'entraînement et qui se disent bah on est juste des partenaires d'entraînement et on n'est pas amis, etc. Bah Ouais, écoute, pour moi, c'est inconcevable. Je dis la vérité. Parce bah que oui, justement, en mais fait, dès lors où où tu franchis, on va dire, une salle et que tu décides de poser tes valises. Tu sais, Mika, à l'époque, quand je faisais du judo, t'avais, bon, ça, on ne le retrouve pas en MMA. Mais tu sais, t'as toujours le code de l'honneur, là, de ouais Jigoro ouais. Kano. Tu sais, c'est des choses qui sont ancrées dans le sport. Ça veut dire que, attends, parce qu'en judo, forcément, il y a les tournois nationaux et tout, régionaux et tout. Donc, tu es souvent, on va dire, amené à affronter des fois tes partenaires et tout. C'est normal parce qu'il y a les qualifications au championnat. Tout. Mais là, on parle du MMA, ça met ton capital santé en danger. Sur le KO, quand tu tombes, parfois, tu as les ligaments qui se déchirent. Tu sais, il y a tellement Ouais, de mais choses. après, je te jure, en amateur, c'est rare les KO. Ah, oui, mais sauf que là, il y a eu un Ouais, KO. là, ça arrivé, Et ouais. en plus, comme je t'ai dit, gros, c'est la forme de s'affronter. Non, ça va. Enfin, voilà, vous tombez les deux, vous faites un petit sparring, faites un sparring, mais n'allez pas chercher la finalisation. Même si on sait que le chaos, ça arrive parfois, un coup que tu vois pas venir. Je sais pas, au moins une soumission. Mais gros, je te jure, moi, je sais pas, j'arrive pas à concevoir parce que je me dis Tu sais en que plus c'est, même. tu sais que c'est la quatrième fois hein, qu'ils s'affrontent les deux là. Je sais, mais sauf qu'avant, il n'était pas l'UFC Métro.
Avant, les deux Ouais. n'étaient pas dans la même team. Donc maintenant, ils sont dans la même team. Donc je Mais pense il y qu'il a, faut cocher. ce que je veux dire, c'est qu'il y a une adversité entre les deux. Il y a Ah, quelque bah chose. écoute, C'est, Mika, tu le sais oui. aussi bien que moi que dans une Et team, tu dois te sentir bien à l'aise. Quand il y a moi, ce truc de concurrence-là, je pense pas que ce soit, comment dire, ouais, ça. sain, tu vois. Ouais. Écoute, je peux pas te dire, ça c'est plus à Johnny de répondre. Maintenant, je suis d'accord avec toi que si j'étais coach, par exemple, dans une équipe, je ferais tout pour éviter ça. Et je pense que quelque part, et c'est là où ça va être difficile pour eux de gérer, hein, maintenant, c'est entre Johnny et eux deux, c'est de les prendre en tête à tête et s'assurer qu'il n'y ait pas d'animosité. Et en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre ça sous un tapis en disant, il y a, comment dire, il ne s'est rien passé. Ben non, Il s'est passé oui. quelque chose et il faut qu'ils en parlent, que ce soit bien clair dans leur tête. Et ça se trouve, ça a même déjà été fait, cette discussion. Et si elle a été faite, bah écoute, s'ils étaient prêts à en arriver là, bah ils étaient prêts à en En arriver plus, tu là. sais, Mika, comme je disais, hein, je me répète un peu pour ceux qui vont écouter le podcast qui sortira, mais tu sais, c'est tabou quand même de sortir des sessions de sparring où tu tabasses un partenaire d'entraînement, où tu le soumets. Sauf que là, Kevin, c'est en combat, au championnat. Juste par exemple, lorsque la vidéo elle est sortie, elle a été postée sur la sueur, juste sur Twitter, je crois qu'elle est comptabilisée 500 000 vues. Ouais, Derrière, mais t'as les autres médias qui l'ont relayé, mais je, et pas, et ça, c'est aussi le retour de feu, j'ai envie de dire, parce que Paul Dena, il est ultra populaire. Vidal, il a exactement, pour moi-même, d'ailleurs, tu regardes sur les 4 rencontres, ils se sont rencontrés 4 fois. Vidal a gagné 3 fois. Et ce que je veux dire, c'est que la notoriété fait que malheureusement, tu as le retour du bâton. Et la notoriété, elle n'est pas forcément liée à ton niveau de performance. On le voit bien entre les deux oui. combattants. Les deux combattants ont le même niveau. Et pourtant, Vidal est beaucoup moins populaire que Paul Dena. Mais quand tu es populaire comme Paul Dena, quand tu fais du contenu, quand tu crées du contenu, quand tu fais des choses comme ça, la réalité, c'est que le retour de flamme, tu le sais qu'il est violent. Tu le sais, c'est comme ça. Après, ils sont jeunes. Ils vont apprendre et j'espère qu'il il va se relever et qu'il va recombattre. D'ailleurs, il combat à l'AEF à Rennes au mois de mai ou juin, je sais plus. 17 Mais mai. voilà, donc il va revenir. Maintenant, il faut aussi qu'il se préserve. Il faut pas qu'il prenne trop de KO. Je pense que, d'ailleurs, je pense que normalement, quand tu as pris un KO pendant quelques temps, tu peux pas combattre. Ouais. Mais Bah, bon, à écoute, voir. après, c'est un amateur, donc je sais pas comment ça se passe, si les règles elles Voilà. sont un petit peu Mais modifiées ou pas, mais j'insiste quand même sur le petit Vidal, là, il est bon, hein. il est Il bon. est vraiment Franchement, il est fort. bon, il est hargneux. En plus, il a commencé le MMA il y a que 2 ans et demi, donc là, maintenant, il a su aller chercher des podiums sur les Europes, sur les France, sur les mondes, et c'est très bien. Franchement, c'est très, très bien. Mais je te jure, moi, en tout cas, ce qui s'est passé, ça m'a un petit peu choqué, et voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, je sais que ça pèse dans le CV, les championnats, il m'a fait tout. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas trop en faire, pas trop surcoter aussi. Ça a sa valeur, c'est bien, mais voilà, parce qu'en plus, on sait que la transition entre le MMA amateur et pro, c'est pas pareil, Bah, tu dans ce vois. cas-là, pour pas que ça arrive, il faut que les teams, elles envoient un seul combattant par catégorie. Non, moi, je pense que Mika, tu peux affronter ton gars, mais tu sais, tranquille. Vous êtes en amateur, ok, mais faites un sparring. Faites un sparring, et voilà, en plus, les deux, là, ils étaient assurés d'aller chercher une médaille. Donc, Paul, il fait troisième. Hugo Vidal, il fait deuxième, il s'incline en finale. Donc les deux, ils étaient assurés d'avoir une médaille. Si vous arrivez au premier tour et que, ok, vous voulez vraiment passer, il y a encore, hein. Là, vous arrivez en demi. Allez-y, tranquille, les gars. Ce n'est que mon avis. Donc, dites-nous ce que vous en Bah, pensez dans les commentaires. c'est ce que Mika, j'allais dire. Ils t'entendront. on passe à l'UFC Fight Night où on avait deux représentants français. Nora Corlol qui a affronté Melissa Dixon. Ouais, Une belle performance. Très belle ouais, non. performance. Vas-y, je te laisse parler. Non, très belle performance de Nora qui s'impose via TKO. Elle représente bien son style qui est la boxe thaï. J'aime bien, très sincèrement, j'aime bien. Elle a une de belles performances. On voit qu'elle est hargneuse. Attention à ne pas être trop émotive non plus. Mais elle montre des beaux axes de progression, notamment sur les défenses de lutte, sur les genoux qu'elle envoie au corps, sur les entrées avec les coudes. On voit qu'elle a vraiment des mauvaises intentions. Lorsqu'elle envoie son gauche droite, on voit que c'est pour faire mal. Un bel axe de progression au sol. On avait un beau renversement. Sur le reste, il n'y avait que Ouais, des défenses tout en takedown puissance. réussies. Le genou au foie qui passe au deuxième round, mais qui avait été répété à plusieurs reprises dans le premier round et qui a fini par payer. Donc, très très belle performance de sa part. Vraiment des mauvaises intentions. J'aime bien, mais franchement, voilà, félicitations à elle. Ouais, bah ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter. Grosse progression.
7 finitions en 8 victoires. C'est 8 victoires consécutives, 2 à l'UFC, 3 à l'UA Warrior. Elle avait aussi combattu, je crois, elle était passée par l'Hexagone, elle aussi. C'est une fille qui... Elle a un personnage, tu le vois à la fin, elle parle anglais, elle parle français, elle est entière. Donc je pense que c'est une fille qui peut plaire au grand public. Sur cette histoire de peser manqué, alors, de ce que j'ai compris, c'est ça que ça, en fait, la fille, Melissa Tonia Mullins, l'a contacté un peu plus tôt dans la Fight Week pour lui dire, ouais, écoute, j'ai beaucoup de mal à faire le poids, je préférais qu'on fasse un catch weight. Et de ce que j'ai compris, Nora lui a dit non, 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 moi je pense que c'est bon, je vais réussir à faire le poids. Viens, on voit jusqu'où on peut aller. En gros, viens, on voit combien on peut perdre et on voit ce qu'on fait après. Et Nora, je pense elle voyait qu'elle galérait un peu peut-être pour perdre le dernier kilo et elle a accepté de faire un catchweight avec Melissa Tonia Mullins. Mais ça veut aussi dire quelque chose, c'est qu'elle a galéré à faire le poids. Parce que si elle avait pu faire le poids facilement, je pense qu'elle aurait fait le poids et elle aurait pris les 20 ou 30% de bourse de son adversaire. Sauf que ça Donc peut être ça, annulé aussi, Mika. ça, je sais pas. Ça peut Mais être annulé s'il y a, il y a un écart trop important. Donc, ok. je pense que Et c'était. là, on parlait d'un kilo et quelqu'un, je crois. Hein. Il y a eu 1,2 kg, je crois. Mais en tout cas, moi, j'avais vu la Et sœur justement qui avait mis qu'elle avait raté le poids. Finalement, les maîtres fumés, ils ont rectifié le tir en disant qu'il y a eu. Parce que tu as dit là, il y a eu un arrangement entre les deux. ouais, il y a eu un arrangement, Après, mais moi, par exemple, si je suis contacté, tu vois, par mon adversaire, si moi je sais que je vais faire le poids et que mon adversaire me contacte pour me dire je fais pas le poids, bah, je lui dis, ouais, mon coco, je vais prendre 30% de ta bourse et moi je vais faire le poids, tu vois. Et toi, si tu le fais pas, c'est ton bah, je problème. pense que ça a été peut-être le cas, hein, du fait que c'est elle qui propose le catchweight. Je pense que ça a été le cas parce que je pense que. Mais, Non, non, non. Écoute, s'ils acceptent de faire un catchweight, c'est-à-dire que au lieu de combattre à 61,2, elles ont combattu à 62,8. ouais. Donc 1,6 kg au-dessus. Soit Nora se présentait au poids et son adversaire faisait 62,8 par exemple, et dans ce cas-là, bah, Nora prenait 20 ou 30% de la bourse de son adversaire. Soit les deux acceptent de combattre en catchweight avec évidemment en mettant l'UFC dans la boucle, ils valident le poids et ni l'une ni l'autre ne prend de la bourse de l'autre. Sinon, si tu prends ma bourse, bah, je te dis de faire le poids. Si tu prends ma bourse, ça veut dire que si moi, j'arrive pas à faire le poids, mais que toi, tu veux prendre mes 30%, bah, moi, je te dis de faire le poids. Tu comprends? Ouais, ouais, si, si, j'ai compris. Mais Ça, vu, c'est en fait, logique. ouais, écoute, je Donc, demanderai c'est quand pour même ça que... confirmation à. Ah non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, c'est une fille impressionnante. J'ai trouvé qu'elle avait un physique de ouf. Je l'ai trouvée dense musculairement. Donc, je pense vraiment que ça va être une combattante à suivre. Je pense qu'elle a du potentiel et je pense qu'elle peut rentrer rapidement dans le top 15 de la Mais KT. normalement, lié parce que justement, Mélissa était 15e du classement. Bah, j'ai vu là, il n'y est pas encore en tout cas. Bah, on est quand on est lundi, ça se voit, ce sera actualisé normalement demain. Normalement, donc on devrait se rapprocher en tout cas du top 15. Mais Melissa Mullins ouais, a été 15e. Mais en tout Ouais. cas, là, elle y est toujours pas, quoi. Donc voilà, félicitations à elle. Morgan qui faisait le co-main event contre Chepe Mariscal, euh, un combat très engagé. J'ai vu que ça a été un petit peu, on va dire, ça a fait couler un petit peu de temps, en tout cas la décision sur les réseaux. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la décision? Comment tu as scoré les rounds? Et après, je te dirai moi ce que j'en ai pensé. Round 1, archi serré. Round 2, bah, logique pour Morgan Charrière. Et round 3, archi serré. Moi, quand j'ai vu le combat, je vois Morgan devant, mais parce que déjà, il y a le côté français, il y a le côté où j'ai envie de le voir gagner, et surtout, je vois un côté peut-être moins de déchets, plus propre, plus précis et moins de déchets. Quand tu regardes le combat d'un autre angle, en gros, tu te dis, bah, il peut très bien y avoir 30-27 pour Charrière ou 29-28 pour l'autre. Parce que quoi qu'il arrive, le deuxième round est pour Charrière. Tu peux prendre le problème dans tous les sens, le deuxième round est pour Charrière. Mais le 1 et le 3, ils sont tellement serrés que tu peux les donner à l'un ou l'autre. C'est-à-dire que Morgan, il pouvait gagner 30-27, 29-28 et l'autre pouvait gagner uniquement 29-28. Et le fait est que deux des arbitres ont donné le premier et troisième round à son adversaire et le deuxième à Charrière, et l'un des arbitres a donné les trois rounds à Charrière. Donc en soi, il n'y a pas un vol manifeste.
Maintenant, si je regarde le combat round par round, je sais pas si je te laisse d'abord t'exprimer sur la décision et ensuite on analyse le combat round par round. Non, là vas-y, pars sur le round 1 et derrière, je te répondrai. Sur le round un, ce qui se passe, c'est que l'autre, c'est un chien de la casse. Je l'avais dit, il faut pas oublier que dans le combat, même si c'est Charrière qui est arrivé en qualité de champion hein, sur la carte et Mariscal qui est arrivé avant Charrière, donc en position de challenger, c'est un peu comme ça que Mhm. ça se fait. C'est quand même Mariscal qui avait 2-0 à l'UFC. C'est Mariscal qui était largement devant Charrière à Fight Matrix. Je rappelle que Mariscal, je crois, il est 50e à Fight Matrix, c'est-à-dire qu'il était à peu près une cinquantaine de places, voire près de 70 places devant Charrière. Donc le vrai challenge, en fait, on l'a oublié un peu, mais c'est quand même Charrière hein, qui prenait le défi du combat là, sur ce combat-là. Et Mariscal, il est arrivé en faisant ce qu'il sait faire. Pas forcément le plus technique, pas forcément le meilleur tacticien, mais un chien de la casse. Et en fait, il a fait un premier round de chien de la casse. C'est-à-dire qu'il a pas arrêté de mettre du débit, pas forcément hyper précis, mais il a envoyé des coups, il a essayé d'aller lutter, il a collé, il a pourri le combat. Et c'est vrai que quand tu regardes le combat, tu as le sentiment que c'est quand même lui qui a l'initiative, c'est lui qui se montre parfois le plus dangereux sur les échanges. On sent qu'il y a vraiment une volonté de faire mal. Et en termes de frappe significative, j'ai pas les stats, mais je pense que ça joue à 5 ou 6 coups, pas plus. Donc je pense que sur l'attitude et la manière d'avoir fait ce round, Mariscal, en fait, on lui a donné le round parce qu'il s'est montré le plus agressif et il s'est montré vraiment le plus peut-être dangereux sur certaines actions. Et en face, on avait un Charrière beaucoup plus intelligent, beaucoup plus en gestion et beaucoup plus travaillé et réfléchi dans sa manière de boxer. Et aussi beaucoup plus précis, beaucoup moins de déchets. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence dans le premier round. Bah après, écoute-moi, le premier round, je trouve qu'il est en cas de mon ressenti. Hein, lorsque le premier round est fini, je vois vraiment Mariscal qui le prend. Après, bien sûr, comme tu as dit, c'est pas non plus une domination nette. Ça touche du côté de Morgan, mais il y a plus d'agressivité. On voit, il y a plus d'agressivité, de hargne. On voit qu'il a vraiment pas l'affaire. Et même lorsque Morgan, il essaie de scorer des amener au sol, tout de suite, ça se relève, tout de suite, ça tente de renverser. Et je pense que ça a lui aussi marqué les juges. Après, pour revenir au deuxième round, il y a une baisse de régime de la part de Mariscal. Morgan, il prend moins de coups, il s'installe petit à petit, il développe Ouais. un petit peu sa boxe. Donc pour moi, le deuxième round, il est clairement pour Morgan. Après, le Ouais, premier round, pour le moi, deuxième round même, j'ai le sentiment, après coup, hein, moi, ce que je me suis dit, c'est il est mort. Marescal est mort. Ça veut dire qu'il ouais, a tout donné au premier round. Et en fait, après, au troisième round, je me rends compte que Marescal, il s'est économisé au deuxième presque. ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Morgan, le deuxième round, pour moi, il y a même pas photo. C'est une victoire, mais Oui, unanime. il prend le deuxième round, ouais, haut Il la prend main. le deuxième round 19-19-19. Tu peux même pas lui Ouais. mettre perdant. Et après, ensuite, à le troisième round, Mika, on voit que ben, il reprend, on va dire, un petit peu son côté hargneux. Et il y a une séquence, je pense aussi, qui a beaucoup marqué les juges, c'est l'enchaînement là, des crochets, crochets, crochets. Malgré que Morgan, il fait une belle action, esquive, double leg en rotation, qu'il essaie d'emmener au sol, mais on voit qu'il est dur à stabiliser Mariscal, il lâche pas l'affaire. Et juste derrière, je crois que c'est lui-même qui finit en tout cas le round au-dessus. Je pense que ça aussi, ça fait que Morgan, il perd clairement le troisième round. C'est comme je dis, la séquence où il accélère, il touche à pas mal de reprises Morgan. Là, tout au long du combat, on voit que Morgan, il se fait parfois contrer à plusieurs reprises. Le troisième round, je pense que voilà, cette action, elle a clairement fait, comment dire, convaincu les arbitres que le troisième round était pour Shepé. Et surtout, même, tu vois qu'à la fin, il finit en dessous Morgan. Et même, dès que le combat il est fini, tu vois qu'il est pas satisfait de sa performance. Tu sais, ça, il y a des expressions qui ne mentent pas, tu sais, même dans le coroner et tout, tu vois. Donc, moi, je pense que voilà, il n'a pas démérité. Et maintenant, la décision, je ne trouve pas qu'elle est controversée. Malheureusement, je ne trouve pas qu'elle est controversée. Donc, en tout cas, pour ma part, c'est ainsi. Ouais, troisième round, il joue. En fait, la difficulté du troisième round, c'est qu'il a été dominé par l'un et l'autre, mais à différents moments du troisième round. Tu as une première partie du combat qui se neutralise et qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu au premier round. C'est-à-dire l'un et l'autre frappent très fort, l'un est très dangereux, l'autre est très dangereux, il y a des genoux qui passent pas loin du visage, il y a vraiment des choses qui se passent. Et vient cette action de Mariscal, où il met des crochets, 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 et là, tu sens qu'il prend un ascendant sur Charrière.
Ouais. Mais au final, quand tu regardes au ralenti, mais après, c'est facile de regarder au ralenti, mais il touche pas tant que ça. Et là, tu as ce que Charrière fait et ce qui est le plus intelligent dans ce combat, il amène le combat au sol, mais avec une facilité en plus, c'est incroyable. Et il se passe une belle partie où au sol, il arrive quand même franchement, il doit bloquer au moins 1 minute 30 hein, au sol, hein, Charrière, hein. Je pense qu'il est pas loin de prendre 1 minute 30 2 minutes. Et quand il sent qu'il perd Mariscal, je ne sais pas pourquoi il s'entête à garder Mariscal, au lieu de se relever à la rigueur, et vient ce qui pouvait se passer de pire. Il y a une sorte de soumission qui est tentée par Mariscal. Et tu as une sorte de triangle qui est même pas verrouillé, mais tu as une sorte de jeu de jambes qui bloque la tête de Charrière. Et tu as un Mariscal chien de la casse qui envoie des frappes, des frappes, des frappes dans les 30 40 dernières secondes. Et en fait, la sensation du round, ça donne ça. Toute première instance, c'est un peu équilibré où on a un Mariscal très énervé, qui revient très énervé, un Charrière toujours plus précis. Ensuite vient un Mariscal très très agressif qui redomine un peu les débats. Charrière qui arrive à reneutraliser le combat en amenant le combat au sol. Et un Mariscal qui redomine la fin du troisième round. Et si je pense qu'on raisonne un peu en termes de dommages et aussi sur les impressions sur lesquelles on garde, c'est qu'on a quand même un Mariscal en début de round qui est fort et un Mariscal en fin de round qui est fort. Et on a au milieu de ça un Charrière qui prend le round. Donc effectivement, le troisième round, il peut basculer pour Charrière, il peut basculer pour Mariscal et il bascule pour Mariscal. Et d'ailleurs, si on regardait un peu les spécialistes qui faisaient les critères de notation sur des sites comme Sherdog, etc., on voit que le premier round, il est donné 19 pour Mariscal par les trois juges. Le deuxième, il est donné 19 pour Charrière par les trois juges. Et le round 3, il y a deux juges qui mettent Mariscal pour Mariscal et un juge qui le donne à Charrière. Donc le vrai débat, je pense qu'il porte sur le troisième round. Et même sur le site Sherdog, il donne Mariscal vainqueur à la décision partagée. Bah, merci Bon, Mika pour ces j'espère que précisions. j'ai été clair, ouais. Bien sûr, après, de toute manière, tu sais, quand tu regardes la carrière de Morgan, je pense pas que ce soit une défaite dramatique. Parce que Morgan, c'est un showman. Et même lui, un jour, il s'est exprimé sur, je ne sais plus si c'était sur un média ou sur Twitter. Je ne pense pas, même comment il l'avait dit, qu'il aspire à être champion. Et pour faire une comparaison, tu sais, j'ai envie de dire que je pense qu'il aura un petit peu une carrière à la, je vais pas dire à la Donald Cerrone, mais tu sais, un petit peu comme ces gars qui perdurent dans le temps, qui combattent, qui font des belles performances, qui parfois tombent sur des plus gros morceaux, mais tu vois, qui sont toujours là, à faire à faire des belles guerres, qui sont toujours là, toujours présents dans la cage, toujours en forme, et qui descendent, on va dire, entre guillemets, jamais par leur performance. Et Morgo, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression. Parfois, c'est vrai qu'il passe par des moments difficiles, mais derrière, voilà, il renaît de ses cendres et il nous propose des belles performances, comme son combat qu'il a fait au Cage Warriors, comme son premier combat à l'UFC, comme ce combat qu'il nous fait contre Chepe Marescal, c'était pas un combat facile. Mais Je te jure, avoir je des. pense même que malgré cette défaite, c'est pour moi hein, le plus beau combat de Charrière, hein. C'est pour Franchement, il y moi a un le axe de combat. progression hein, qui est fou. J'ai trouvé qu'il avait progressé quasiment partout. Je l'ai trouvé fort, j'ai trouvé puissant, j'ai trouvé un bon cardio, j'ai trouvé une belle lutte. euh, Peut-être un axe de progression au sol, mais franchement, c'est Ouais, solide. je trouve que sur les contrôles au sol, sur les contrôles en lutte et tout, je trouve que c'est beau, c'est technique. Ouais, je l'ai trouvé. Pour moi, c'est le combat le plus abouti qu'il ait pu faire. Maintenant, effectivement, il y a pas cette victoire. Mais franchement, je préfère mille fois une défaite comme ça qu'une victoire toute pourrie à la décision. Et d'ailleurs, il y a quand même quelque chose pour Morgan, c'est deux combats à l'UFC, deux performances. Ouais, Et ça aussi, à l'UFC, ils aiment bien quand même. bien sûr. Ils appellent les performeurs. C'est des mecs qui viennent et qui performent. Et donc, même, bah, je vais pas dire ça reste une défaite et tout le monde aurait préféré qu'il gagne et de manière honnête. Mais c'est pas quelque chose qui devrait vraiment beaucoup le ralentir et je suis quasi sûr qu'on le reverra à Bercy en Mais bien septembre. sûr. Pour moi, c'est sans aucun doute, en tout cas, s'il n'y a pas autre chose qui le freine, mais pour moi, on est quasi sûr de le voir. Après, il y a peut-être une marge. Pourquoi peut-être pas le voir avant? Peut-être cet Et été. je sais pas. Et derrière, juste, je voulais dire, il y a aussi un des anciens adversaires de Charrière qui a combattu ce week-end au Cage Warrior, Paul Hughes. c'est Paul Hughes. Et franchement, ce mec-là, c'est un tueur à Ouais, gages. il est fort. Et c'est là qu'on voit aussi peut-être à quel point Charrière était solide. Ouais. Parce que je peux vous assurer que Paul Hughes, c'est fort. C'est très très fort. C'est 8-1 au Cage Warrior.
Et là, il a fait une performance de ouf contre un ancien, Fabiano Silva. Et félicitations à lui. Et je pense qu'on d'ici très peu de temps, on va le voir arriver Mais à. d'ailleurs, je suis un petit peu étonné. Et en plus, il avait fait un call-out au moment où Morgan il le signe à l'UFC. À quelques semaines de l'UFC Paris, il met en gros voilà, que ce combat-là devrait se faire à l'UFC Paris et tout. Donc, bon, on voit qu'il a toujours pas signé. Mais je pense qu'on devrait le voir en tout cas incessamment sur l'UFC parce qu'il mérite, il performe et il est très très fort. Ouais, Mika, on peut il- fermer la parenthèse sur l'actualité des Français. ouais. Et je vais rebondir Juste sur un. Ouais. une actualité, on peut rebondir vite fait un petit mot à dire sur John Jones, ce fou. Ouais. Bah, attends, tu fais bien d'en parler de cette catégorie-là qui est un petit peu incompréhensible ces derniers temps. Bah, John Jones qui a été, on va dire, accusé d'avoir menacé des agents, on va dire, de l'AFLD, mais version Quinry, qui ont a priori débarqué tôt le matin. Il y a une parole qui a été relayée et franchement, quand tu as John Jones devant toi qui te dit, est-ce que tu sais ce qui se passe pour ceux qui débarquent très tôt le matin, ils finissent morts. Je pense que tu dois faire caca sur toi. Après, John Jones, il a répondu derrière sur Twitter en mettant une image où d'ailleurs tu vois qu'il fait jour et qu'il check les deux agents qui sont venus le contrôler. Donc voilà, Pourri, il dément les faits. Maintenant, c'est l'agent qui s'est plaint ou qui a porté plainte. J'ai plus trop les faits, mais c'est vrai que j'ai envie de te dire sacré John Jones. Et je te jure que je comprends mieux les dires de Daniel Cormier tu sais, quand ils étaient en clash les deux et qu'il regardait droit dans les yeux de John Jones en disant t'es pas le gars que tu crois être, t'es une pourriture et tu fais le mec bien en public. Et tu sais, je sais pas si tu t'en rappelles d'ailleurs l'image elle tourne en ce moment et même tu l'as partagée lorsque les deux ils sont en face à face mais tu sais sur deux écrans opposés et que t'as John Jones qui croit que c'est pas enregistré et il appelle Cormier en disant hey Poussy, tu sais que t'es mort, j'ai envie de te tuer et tout. Et on voit entre guillemets sa vraie face. Sauf qu'en fait c'était enregistré mais ça entache vraiment sa carrière et j'ai envie de te dire, ça fait aussi partie de son histoire, hein. C'est ce qu'on retiendra, qu'il a été le GOAT, mais qu'il a un petit peu gâché sa carrière. Mais je veux dire qu'on est un petit peu habitué maintenant, quoi. Ouais, c'est John Jones, quoi. Après, ouais, moi, j'ai pas grand-chose à commenter. Je rebondis juste sur cette vidéo entre Cormier et Jones. Et moi, ce qui me tue dans cette histoire, c'est que on saura jamais qui aurait gagné si Jones n'était pas dopé. Et les gens bêtement me disent, ouais, mais quoi qu'il arrive, dopé ou pas dopé, tu peux pas encaisser cette jambe. Mais la réalité, c'est est-ce qu'il aurait pu mettre cette jambe à ce moment-là du combat s'il était pas Ouais. dopé? Bref, je trouve que c'est un peu gâché son histoire. Et John Jones, c'est ça un peu malheureux, c'est que c'est un tueur à gages. Mais je crois que c'est vraiment un tueur à gages dans la vie. Ah C'est non, je te jure, vraiment, c'est vraiment un gars qui a le sang-froid, quoi. Et tu le voyais quand il préparait son combat contre Cyril Gane. Tu voyais à quel point il était méthodique, il laissait rien Ben, passer, mais analysait tout. T'avais le sentiment c'est. qu'il était au factory, qu'il voyait de loin, quoi. Tu te Ah, disais, non. c'est fou, hein, mais c'est là où, en fait, d'un côté, je respecte vraiment sa carrière, dans sa manière, comme tu dis, il est méthodique. Il est très mentaliste aussi dans sa manière, dans son approche. Et franchement, moi je suis fan sur l'aspect sportif, un peu moins sur le côté extra-sportif. Mais bon, justement, par exemple, cas de la catégorie des polos, il y a Ariel Elwani qui a reçu Thomas Pinal. Et je relaye, en tout cas, il y a eu une traduction de la part de MMA Propagande sur Twitter. J'ouvre les guillemets. Thomas Pinal révèle lors du MMA Hour, c'est l'émission de Ariel Elwani, ne pas vouloir combattre notre Cyril Gane car il a souvent refusé de combattre à plusieurs reprises, notamment la dernière fois que Tom était venu à Paris pour le défier. Il affirme également avoir refusé de combattre Sergei Pavlovich à Paris, mais également Curtis Blade, mais ces derniers nous l'ont confirmé avant. Aspinal vs Blade sont plus que proches, mais c'est l'UFC qui aura le dernier mot. En gros, ça fait aussi, ça confirme, on va dire, les dires de Curtis Blade, qu'il avait dit au micro de Fight Minds que Cyril il l'avait refusé à plusieurs reprises. Et ça confirme un petit peu, on va dire, ce qu'on pensait, où on disait qu'il était un petit peu dans une phase assez compliquée. Et bah, qu'on dit que c'était tirer une balle dans le pied tout seul parce qu'il avait refusé d'affronter Thomas Aspinall. Derrière Aspinall, il a eu la ceinture intérimaire. Justement, Aspinall, il l'a dit aussi dans l'émission qu'il a eu la ceinture intérimaire du fait aussi que Cyril l'a refusé. Et j'ai aussi l'impression que c'est un petit peu une punition de l'UFC. Comme je le disais aussi dernièrement, là, il est programmé a priori pour l'UFC Paris. Donc, un an après, quand t'es pas blessé, dans la catégorie des poids lourds, quand tu vois que tout le monde a été booké, c'est vrai que c'est compliqué de dire que l'UFC lui réserve de bons plans. Donc maintenant, on va dire, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le confirmer si on avait raison ou si on a tort.
Ouais, rien à dire de plus. Après, clairement, on l'a tous dit, à Bercy, on n'avait pas compris. On n'avait vraiment pas compris le fait qu'il se soit pas passé ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire un face-à-face entre les deux meilleurs Européens chez les poids lourds, Aspinal et Gann. Et malheureusement, bah, c'est là que tu vois que quand tu es dans une organisation toute puissante, quand tu leur fais un truc qu'ils aiment pas, bah, ils aiment pas, quoi. Ouais. Et malheureusement, bah, et c'est là aussi on voit qu'une carrière, elle tient pas à grand-chose parfois. Et, et voilà, et j'espère en tout cas qu'on lui donnera la chance pour le titre. Ça serait la meilleure chose pour Gann et d'aller chercher une victoire contre Aspinal. Mais que dire de plus? Ouais, il paye cher ses choix, il paye très cher. On l'avait dit, on comprenait pas. Voilà, hein, il y a eu un coup de poker qui a été fait. On gagne pas toujours au poker. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, Ouais, après, pas tous les tenants et les aboutissants, mais bien sûr. si Gann il a été annoncé sur Paris, comme tu dis, c'est qu'on lui réserve pas forcément des bons plans Ouais. à Après, bon. ouais. Le problème, c'est qu'il y a un silence, en fait, justement, sur le clan, du côté du clan Gann. Quand je dis le clan Ah, Gann, je mets aussi Fernand Lopez, parce qu'à ouais. l'époque, on entendait s'exprimer sur dit. Maintenant, il n'y a plus l'émission et on ne voit pas faire de sortie médiatique. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, on va dire, voilà, de ne pas penser comme ça, d'être optimiste quand on voit la situation actuellement. Donc, comme j'ai dit, à voir, hein. Ouais, de manière générale, oui, la communication n'est plus du tout la même. On est passé d'une communication plutôt agressive. Quand je dis agressive, dans le sens où très relayée, avec beaucoup de punchlines et tout, à une communication inexistante. Donc je pense qu'aujourd'hui, la stratégie, c'est de refaire parler d'eux en brillant. Et malheureusement, si on leur propose pas de combat, bah, impossible de briller. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux pour le coup, parce que loin de la cage, c'est loin du cœur. Et comme tu le disais, en un an, bah, on a une star qui est née, c'est Benoît Saint-Denis. Saadine Parnasse qui continue à performer. Nassour Imavov qui se classe dans le top Ouais. 15 et qui fait une victoire contre Dolidze, c'est incroyable. Qui va aller chercher au mois de juin un top 5. Ce que je veux dire, c'est ça, le MMA, ça va vite. Et ça va, voilà, quoi. Il paye un peu cher, je trouve, ce refus maintenant. Rien à dire de plus. À voir en tout cas. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Midi, on finit sur l'UFC 300 qui aura lieu incessamment sous peu là, justement la fight qui démarre demain. On aura pour main event Alex Pereira, l'actuel champion des light heavyweight, contre Jamal Hill, ancien champion des light heavyweight, mais qui a dû laisser sa ceinture vacante, on va dire, parce qu'il a eu une blessure à l'épaule. La plus grosse carte selon Dana White, en tout cas de tous les UFC, mais bon, après, voilà, c'est pour faire vendre. Mais c'est vrai que quand tu jettes un œil, Mika, sur la carte, on a je ne sais combien de champions. Jiri Prochazka qui est en prélim, ancien champion de la catégorie. Aljamain Sterling contre Calvin Kattar, aussi c'était un ancien champion de la catégorie. Holly Holmes en prélims contre Kyle Harrison. Bah, t'as Holly Holmes qui est ancien champion aussi de l'UFC. Kyle Harrison qui a tout raté dans sa catégorie, mais hors UFC. Diego Lopez contre Sodiq Yusuff. Donc, t'as vraiment Mais beaucoup cette j'ai grosse. pas compris d'où il sort Diego Lopez, je te jure. Diego Lopez, si je dis pas de conneries, en gros, c'est celui qui avait pris le short notice contre un gars que t'aimais bien. Je vais te retrouver son nom de suite. Contre Movzar Elovoev. Tu te rappelles la guerre qu'il avait fait, qu'il Ah, était à deux doigts ouais. de le soumettre. Ouais, ouais, Et en ouais. fait, c'est vrai que même moi, j'ai revu beaucoup de tweets le relayer et je me suis dit, ah ok, mais pourquoi les gens ils parlent de lui? Après, ça m'est revenu. Je me suis dit, c'est parce qu'en fait, il avait fait forte impression lorsqu'il avait pris le short notice contre Molvar et Elvoev, alors qu'il avait un petit peu, on va dire, cette aura d'invincibilité Elvoev et que Diego Lopez, sur un short notice, il a montré, on va dire, qu'il était en plus, il était à deux doigts de le soumettre, je crois, sur un juge qu'il a été sauvé par le gong, il me semble, ou qu'il est sorti. Donc en fait, il a vraiment, on va dire, ça a accaparé, on va dire, en tout cas, beaucoup de respect chez les fans. Et c'est pour ça qu'il a, on va dire, cette petite hype-là actuellement. Une autre championne, Mika, sur la carte, Jessica Andrade contre Marina Rodriguez, Bobby Green contre Jim Miller. Là, tu as vraiment les vétérans, les Hall of Fame. Il y a encore deux anciens champions, Davison Figueiredo contre Cody Garbrandt en combat d'ouverture. Donc, c'est fou. Je comparais cette carte-là à l'UFC 200. Et c'est vrai que quand tu regardes l'UFC 200, mis à part, il y avait quelques noms en prélim, comme dit Lachaud, et mis à part la main carte, là, on est sur un plus gros calibre. Il y a des plus gros noms, des plus grosses stars. Et je crois que c'est la première fois que tu as une carte avec autant de champions dans toute Ouais. la carte. Donc, c'est quand même fou. Franchement, j'aurais juste changé Bonical, Cody Brundage, j'aurais mis Sterling contre Qatar, moi, dans la même carte.
Je Ouais. trouve que la hype de Bonical, bon, bah, elle fait qu'il voilà, il est sur la carte principale, mais quand même, je trouve que ça méritait pas d'être sur cette carte-là. Je pense qu'on aurait pu rendre hommage bah, aux guerriers Je qu'est pense que c'est Calvin Qatar stratégique. et Sterling. Oui, bah, stratégie, mais ce que je veux dire avec Rakic contre Podčaska, déjà, t'as une belle prélim, déjà, t'as une belle fin de prélim. Bah, tu sais, en fait, Calvin Qatar, par exemple, et Aljamain Sterling, ils sont déjà connus. Ils ont déjà fait les pay-per-view, enfin, surtout pour Aljamain Sterling. Alors que Bonical, on va dire, c'est un peu la pépite que l'UFC, on va dire, veut Oui, façonner non, parce qu'il mais a fait les Dana t'as White Contender raison. Series, tu vois. Moi, je parle d'un point de vue sportif, hein, je parle pas business. Oui, bien sûr, après, on sait que ce qui prime, malheureusement, c'est souvent l'aspect business. Mais en tout cas, la carte téléphone, nickel, on a oublié de citer Oliveira contre Saroukian aussi. Ouais, bah voilà, mon combat, mes deux bangers dans ce combat, Gadji contre Holloway et Oliveira Tsarukyan, voilà, c'est les deux combats qui me hype le plus sur cette carte. Je suis d'accord avec toi. J'aurais rajouté quand même Calvin Qatar contre Voilà, Aljamain Sterling. d'accord, je suis d'accord. Après, Écoute, Mickey a quand même le main event. Je suis sûr qu'il est sous-coté le main event. On a écoute, je quand sais même pas deux gros pourquoi strikers. Ouais. je vois Pereira dégommer Jamal. Sérieux, bah, moi, je te jure, hein, je vois le contraire. Je vois Ah le ouais. contraire. Ouais, mais il est quand même sous-coté. Sincèrement, il y a quelques temps, on n'aura jamais imaginé Jamal Hill champion. Pourtant, il a su rouler, mais d'une manière et annihiler Teixeira. Même si Teixeira, c'était un petit peu le tonton de la catégorie, mais qui a su même rouler sur Jiri Prochazka, malgré qu'il s'est fait soumettre à quelques minutes de la fin. Jamal Hill, pour moi, c'est vraiment le gars qui sort un petit peu, entre guillemets, de nulle part et qui crée des surprises. Non, mais c'est vrai, mais Il a un striking agressif, il tape fort, il marche sur ses adversaires. Je trouve que c'est intéressant parce que il aura même, je pense, plus d'armes, peut-être des changements de niveau à faire. Mais en tout cas, il peut autant éteindre Pereira comme Pereira peut l'éteindre. Donc, je te jure, je pense que c'est un duel vraiment intéressant. Et il y ouais, aura des. je vois Pereira favori. Après, je me dis quoi? Je me dis juste Jamal Hill. S'il va lutter dans le combat. C'est vraiment ma seule. S'il a progressé en lutte, il y a moyen qu'il fasse quelque chose, mais je ne le vois pas faire la différence debout. Maintenant, c'est que ce n'est que mon avis. Ouais, donc tu pronostiques Pereira. Ouais, je pronostique Pereira, je pronostique Zhang Weili. Après, à vrai dire, ce combat, je te jure, pas, il me hype pas plus que ça. Gadji Holloway, mais c'est. C'est le banger qu'on aurait pu voir en main event, En ça fait, aussi, hein. sur cette carte, t'as trois de mes quatre combattants préférés. T'as Gadji, Holloway, Charles Oliveira. Il manque que Dustin Poirier et c'est bon, tu vois. On est sur les quatre en liste de l'UFC, on les a. Maintenant, Gadji Holloway, j'aimerais Holloway pour le défi parce il relève un défi, il remonte dans une catégorie, etc. Mais je pense que la destruction de Gadji, il est trop puissant. Je crains un Oui, peu pour Holloway. je te rejoins sur ça, hein. C'est vrai que j'ai l'appréhension pour Holloway, surtout que je le kiffe. Mais je pense que s'il accepte ce défi, Mika, c'est que c'est pas pour rien. J'ai envie de te dire, il a un petit peu rien à gagner Bah, en je accrochant pense. cette ceinture, surtout lorsqu'il a été champion à plusieurs reprises des featherweight. Là, il monte de catégorie, donc je pense pas qu'il a grand-chose à gagner en termes d'accomplissement sportif. Mais je suis sûr que je me dis d'un côté, ça peut faire une Tony Ferguson bis. Mais Non, parce non, qu'il a mais jamais été donne de sa vie. ouais, mais justement, dans l'après-carrière, Mika, tu l'as souvent dit à plusieurs reprises, Oui, affronter Gage, ça peut être fatal pour ton après-carrière. c'est vrai. Mais Moi, ce que ouais. je pense, c'est qu'Holloway, il a accepté ce combat avant que Volkanovski perde la ceinture et Ouais. il pensait pas, tu vois, que comme il avait déjà affronté trois fois Volkanovski, il s'est pas dit, ouais. Et je pense qu'il regrette un peu. Je dis de- exactement la même chose. il regrette peut-être un peu parce qu'il doit se dire que, tu vois, Holloway contre Topuria, il a des cartes à jouer. Il a Mais des bien cartes à jouer sûr. face à Topuria. En tout cas, ouais, j'espère qu'il va, comment dire, mettre un bon game plan en place parce que c'est vrai, comme je te l'avais dit, la dernière fois qu'il avait affronté, comment il s'appelle le jeune là? C'était le premier main event du jeune, le prospect Emery en plus. Arnold Allen. Arnold Allen. On a vu, on va dire, une légère modification, mais vraiment très, très. Moi, personnellement, j'avais pas trop vu de renouveau dans son jeu, mais toi, Aldric, je crois que vous avez relevé un petit peu de nouveautés dans son jeu. Et moi, je trouve qu'il ne se renouvelle pas, en fait, ces dernières années. Ah, On ouais, sait je suis que la surpris. dernière fois qu'il a combattu chez les lightweights, ce qui lui a manqué, c'était, on va dire, justement, vu que c'est un volume fighter, il a pas ce punch.
qu'ils ont, par exemple, les Ouais, frères. c'est ça. Mais c'est exactement ça. Contre Poirier, il avait Ouais. manqué de ça, en fait. Et je pense que ça va être un peu la même chose face à comment dire, à Gadji. Après, la chance qu'on a dans ce combat, c'est que Gadji il va être embêté, c'est par la taille d'Holloway. Holloway, là, c'est quelqu'un qui est plus grand et Gadji, il est quand même assez petit. Donc, je pense qu'il y a une carte à jouer là-dessus. Mais sinon, ça va être compliqué. Les gars, on est sur un gars qui va effectuer son 28e combat, son 29e combat à l'UFC. Tu sais, il est expérimenté, mais c'est fou. Derrière, même s'il est aussi beaucoup expérimenté, Gaethje, il est à son 13e combat à l'UFC. Donc, moi, je me rassure en disant qu'il n'a pas accepté ce combat-là pour rien. Et en plus, j'ai vu des faits, enfin, des dires de sa part qui ont été relayés où il disait qu'il en a marre de faire ce que les gens demandent et là, il veut faire ses propres choix. Ouais, bah, c'est pire que tout, ça. Changer dans un combat. Euh, À vérifier, mais sincèrement, j'espère qu'il créera la surprise. Et bah écoute, à voir. Mais je vais pronostiquer, allez, je vais être fou, je vais pronostiquer Holloway par décision. ouais, moi c'est le cœur qui parle et je vois Holloway aussi à la décision, mais c'est le cœur qui parle, hein. Charles Euh, Oliveira, Mika contre Arman Tsarukyan, tu veux revenir là-dessus? et ben, c'est le cœur qui parle et je vois Charles Oliveira par soumission. J'ai parlé avec Nicolas, il a dit la même chose que toi et j'étais assez surpris. Tu sais que, je sais pas, mais pour moi, l'antidote des gars qui ont le style à Oliveira, tu sais, on va dire un jeu assez ouvert en grappling, voire en jiu-jitsu, aller sur le dos. Pour moi, l'antidote, c'est les grappling pur et dur des positions, comme il a Islam Makhachev et comme il a aussi Tsarukyan. Pour moi, ce qui va lui faire défaut, Tsarukyan, c'est sur le striking. On sait qu'Oliveira, il tape sèchement, il tape dur, il est complet, il a des bons genoux. Donc attention à pas être trop ouvert sur la boxe. On sait qu'en plus, voilà, Tsarukyan, c'est pas ce qu'il sait faire de mieux, même s'il y a une belle axe de progression ces derniers temps. Mais s'il a établi un bon game plan, je pense qu'il peut annihiler un peu le jeu de Charles Oliveira au sol. Il y a deux choses dans ce que tu dis. C'est un peu vrai dans le sens où on avait vu Dustin Poirier dans le premier round avec Oliveira, il avait réussi à le maintenir sur le dos. On avait vu Poirier réussir à maintenir Oliveira sur le dos. Mais dès qu'il a commencé à jouer debout avec lui, bon, il s'est fait soumettre. La deuxième chose, dans les combats de Saruki en référence, il y a Ismagulov et il y a Gamrot. Makhachev aussi, non? Ouais, mais Makhachev, c'était il y a longtemps. Ouais. Si je regarde là, vraiment, dans les derniers combats, et j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais il me semble qu'il a affronté Ismagulov il n'y a pas si longtemps que ça et Gamrot il n'y a pas si longtemps que ça. Mais peut-être que je me trompe, hein. Et en fait, dans ces combats, on a vu il sait faire la guerre en lutte et au sol, mais il n'a pas non plus réussi à garder Ismagulov et Gamrot des années au sol, hein. À chaque fois, ça se relevait. C'était vraiment des combats de MMA incroyables d'ailleurs. Si Ouais, ceux après. qui aiment le MMA, Mhm. je les invite à regarder ça. Hum, Et T'as le vu, combat t'as, contre t'as vu Dariush, et le combat contre Dariush, bah, il le touche quasiment d'entrée de combat. Donc c'est pas. mais t'as vu après le sol de Gamrot, il a vraiment un sol de pur grappleur, c'est-à-dire qu'il est dur à maintenir, il renverse avec sur Ouais. des angles de fou, tu vois. Donc c'est vrai qu'il est compliqué à maintenir. Parce que même lui-même, quand il amène ses gars au sol, Gamrot, il a du mal à les stabiliser parce qu'il n'est pas vraiment avec ses positions. Je trouve qu'il saute un petit peu partout dans son sol. Donc c'est un petit peu un sol, on va dire, à part, différent en tout cas de celui d'Oliveira et de Tsarukyan. Ouais, bah écoute, après, moi, c'est ce que je vois dans le combat et je le pense, hein, ça va être un combat très serré, très équilibré, mais je vois bien une petite soumission comment dirais-je, d'Oliveira. Je crois qu'on oublie un peu le parcours de Chandler, Poirier, Gadji. Bon, il perd contre Makhachev et derrière, il fait mais une dinguerie à Dariush, mais une dinguerie au sol. C'est une dinguerie qu'il Ouais, lui fait. non, non, Et ce qu'il a fait à Darwish, c'est fou, mais tu sais, après, ils sont pas aussi au même stade de leur carrière. Il a affronté deux fois, comment il s'appelle, Tsarukyan. Il est stable dans ses performances. On sait qu'Oliveira, voilà, c'est un jour c'est là, un jour c'est là. Il y a vraiment un parcours en dents de scie. Et même Mika, psychologiquement, c'est pas stable chez Oliveira. après, là où c'était pas stable, c'est vrai, on l'avait vu contre. Comment ça s'appelle? Contre Makhachev, mais il faut dire aussi que c'était à Abu Dhabi. C'est un peu comme s'il combattait chez Makhachev, hein. Oui. Là, ça sera quand même différent. C'est dans un lieu neutre, hein. C'est vrai que quand t'es champion, c'est quand même compliqué d'aller défendre sa ceinture à Abu Dhabi contre Islam. Ouais, franchement, c'est dur. Et tu sais, Topuria, il avait
il a dit en gros que maintenant qu'il est champion, c'est à. Ouais, ouais, ouais. Il a Tu dit à vois, et je le Volkanovski, je comprends, hein. n'irai pas en Australie. Il a raison. Sincèrement, je le comprends. Je pense que quand tu es champion, ok, tu choisis pas par tes adversaires, mais par contre, je pense que tu peux choisir le lieu où tu décides d'affronter le gars qui vient récupérer ta ceinture. Donc, c'est tout à fait compréhensible. En tout cas, voilà, ça nous promet vraiment un banger, cette UFC. Au début, Ouais, j'étais un petit peu nostalgique de l'UFC 200, mais après avoir vérifié, on va dire, regardé de plus près la carte, les noms, les oppositions, je suis hypé. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir comment. Tu sais, ils font toujours des modifications. Par exemple, l'UFC 200, c'était la cage, elle était jaune, ils avaient modifié les gants un petit peu sur la couleur. ah ouais, Je sais pas là tu s'ils penses qu'il vont. va y avoir. Ouais. On verra de quelle couleur ça va être. En tout cas, Mika, il me semble qu'on a fait le tour. J'avais, je crois, noté un sujet, mais je l'ai juste noté en tête et je l'ai oublié. Je sais pas, mais Euh, là on a tout fait, hein. Merci. Une dernière chose, c'était une exclusivité de la part des maîtres fumiers. Après, il n'y avait pas eu de précision sur le crucifix qu'ils ont balancé. Mais derrière, on a su parce qu'en fait, Baptiste, derrière, il a relé Baptiste C'est sur qui Twitter. Baptiste d'ailleurs? Et un jeune qui veut se lancer, et il me semble, j'ai discuté avec lui. Il m'avait écrit sur Twitter, mais voilà, il me faisait comprendre qu'il voulait un petit peu se lancer dans le journalisme, il me semble. Ok. Baptiste Bajard sur Twitter. Donc, en gros, voilà, les maîtres filmés, ils disaient que Nassourdine sera de retour en juin contre un top 5. Derrière, quelques heures après, Baptiste, il annonce Nassourdine vs Jared Cannonier. Donc, si j'ai bien compris, l'adversaire semble être correct. Par contre, la date n'est pas correcte. De ce qu'il Bah, a annoncé, en tout cas, Baptiste Bajard, parce que j'ai vu ce qu'ils ont dit derrière les maîtres fumés. Donc, à voir. En tout cas, c'est un step pour après, Nassourdine. au mois de juin, de toute manière, il n'y a pas 1000 événements. Il y a le 1er juin, c'est le 302 en main event. D'ailleurs, c'est Dolidze contre Hernandez. C'est marrant ça. Qui soit main event de l'UFC 302. Mais t'es sûr? Bah, attends, je pète Mais, pas le plomb là. Mika, moi, je mise sur. Oui, c'est ça. Je te jure, il y a donc si déjà en main event c'est Dolidze contre Hernandez, vous pouvez être sûr que c'est pas le 1er juin déjà, parce Mais moi, que je mise sur le 8 juin, le même jour que en Taylor Fight contre. Night, en Ouais, Fight Night, en main night, Katona, en main event, peut-être non? bah je sais pas, là ils ont annoncé Brad Katona contre, je sais pas, cette carte elle me hype pas trop pour être honnête. À part le combat de Taylor évidemment contre Staman, mais sinon, je sais Ouais, pas, contre Stallman. je trouve que Nassour il mérite mieux là je pense que Nassour il a quand même affronté. Moi je Après ça a été démenti, mais c'est vrai qu'il y aurait une certaine logique à avoir Nassour sur la carte de l'Arabie Saoudite ou alors lors de l'UFC 303, hein, le Qui aura 29. lieu Ouais, le. l'UFC 303 le 29 juin. Tout à voir. On va rester en tout cas informé de la suite. Mais moi, je vois aussi bien peut-être sur la carte, sur la même carte que Taylor. Ouais, je Contre. sais pas, Fight Night, moi je Ouais. serais presque un peu déçu, puisque là, vas-y, c'est bon, il faut qu'il se fasse connaître vraiment du gros public. Après, tu as raison, ça m'étonnerait qu'il soit à Abu Dhabi dans le sens où il est mieux classé que, quoi que tu as Ramzat contre Whittaker, donc je pense qu'à 84, ils feront pas. Ouais, je pense pas qu'ils combattent sur Abu Dhabi. Ouais, écoute, à voir, hein. Non. Et À voir, à elle est pas voir. mal la carte d'Abu Dhabi, hein. Il y a Il y a eu. Gastelum, il y a Nasrat. Ouais. Il y a eu aussi, comment il s'appelle, en main event, à Whittaker contre Ramzat. Ouais, c'est ça contre Chimaev, ouais. Ouais, on aura le temps d'en revenir, mais c'est vrai qu'elle était Bon, pas mal. en tout cas, au mois de juin, il y a un 2 3 4 5 6 enfin, ouais, il y a beaucoup d'événements, hein. Il y a le 29 juin UFC 303, le 22 juin Whittaker contre Chimaev, le Fight Night. Il y a un autre Fight Night le 15 juin. Il y a un autre Fight Night le 8 juin. Et il y a un UFC 302 le 1er juin. Donc il y a beaucoup de possibilités. Il y a 5 possibilités. Maintenant, c'est vrai que l'Abu Dhabi, j'y crois pas trop. Et dans les combattants, de toute manière, aujourd'hui, si tu regardes, c'est sûr qu'il ira pas chercher Dricus du Plessis. Sean Strickland, je sais pas. Adesanya, je ne pense pas. Whittaker, il est déjà booké. Et il reste Vettori Il reste Cannonier. Strickland contre. Là, je crois que ça a été officialisé Duplessis contre Adesanya. Mais tu sais, par exemple, la carte du 8 juin, il n'y a pas de main event pour le moment. Ouais, ouais, t'as Il y raison. Bah a, écoute, on donc, verra bien de on, toute on manière. verra bien. Les paris sont ouverts. Juste, je voulais rajouter une dernière chose, j'ai un trou de mémoire. Ah non, je crois qu'il reste aussi Marty qui va faire ses débuts incessamment sous peu. Maintenant, on n'a pas de précision.
Et Mais je d'ailleurs, pense, on a oublié, mais il y a Kevin Jousset aussi qui revient. ouais, c'est vrai, Mika. Mais en fait, de base, il était prévu sur la carte de Manon, je crois, de base. Ouais, moi, Non? j'ai appris, en fait, je pensais qu'il était même pas matché. Et c'est un mec qui l'a dit, si, il est matché le 11 mai. Donc, il revient contre Jared Gordon. Jared Gordon, je crois, c'est le mec qui avait. C'est bien lui, ouais. Contre Voilà, Paddy c'est ça. Pimblett. Exactement. Non, 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 non. Toi, tu confonds le Gordon. C'est celui qui avait affronté Tuman, qui avait gagné sur une soumission. Contre qui? Wellington. T'es sûr que Jared Gordon, c'est pas celui qui a affronté Paddy Pimblett, Mika? Non, c'est Goodon. Je te dis, c'est sûr. Tu l'as devant tes C'est yeux? pas la même KT, c'est 77. L'autre, c'était un petit Ouais, c'est 60. vrai, t'as raison, t'as Non, raison. non, c'est sûr. Mais c'est un mec qui a quand même pas mal de combats à l'UFC, hein. Ok, ok, bah écoute, on verra ça de plus près, on en reparlera. Ici, on peut le recevoir, Kevin, parce qu'il est Ouais, ça serait bien. malheureusement pas connu du public français. Après, c'est normal, il est expatrié en Australie. Faut qu'on essaie aussi d'avoir Aldric et Ouais. Kevin Jousset, ce serait pas mal. Et une fois que le combat sera officialisé, on essaiera de avoir Nassour. Ah, c'est Jared Gooden. Ok. Ok, Donc, Mika, c'est bah bon, mon écoute, Taylor? on a fait le tour. J'allais Merci dire à mon vous. Taylor, Moebi, c'est bon? Oh non, toi, t'es dur. Non, mais c'est parce qu'on parlait de Taylor dans les combats à venir. Bah écoutez, en tout cas, bonne semaine à vous. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager. Et merci de votre fidélité. On reviendra incessamment sous peu. Comme il a dit, Mika, on essaiera d'avoir des invités. En tout cas, on fait tout notre possible de notre côté. Parfois, ça ne répond pas, malheureusement. Et donc, voilà, restez branchés pour la suite et à très, très vite. Et juste après ça, il y aura un podcast où j'ai reçu Nicolotte et Taylor en présentiel dans les studios de AB Show. Donc, on a abordé à peu près les mêmes sujets. Donc, juste une autre façon, on va dire, de faire. Mika, bonne soirée à toi. Il est déjà 2 heures du matin. On prend de notre Bah sommeil ouais, pour tu vous. m'as tué là. Demain, je travaille. Vas-y, j'ai juste envie que ça finisse. Vas-y, Bisous. salut à tous. Ciao.